Merci Cédric. Alors bonjour à tous. Je suis le docteur Caroline Landon, je suis médecin généraliste installée depuis 15 ans à Pin-Just-Arrêt dans le sud de Toulouse. Je travaille en MSPU, multisite, avec une mission d'enseignement et de recherche et également une microstructure à Dicto. Je suis maître de stage des universités et chargée de cours au sein du DUMG de Toulouse. Et enfin, je suis aussi également membre d'une association de formation médicale continue. Alors oui, Caroline fait de la recherche. Pour les moins jeunes d'entre vous, ça vous fera peut-être penser à nos albums de jeunesse de Martine à la plage. Pour les plus jeunes, je vous invite à aller sur Internet, ça vaut le détour. Bon, on est commit, on n'est pas à la plage, je ne m'appelle pas Martine, je m'appelle Caroline, mais en tout cas, je fais de la recherche et on m'a demandé de vous faire une petite présentation sur mon retour d'expérience en tant que médecin investigateur au sein de la MSPU. En toute franchise, je ne pensais pas un jour, moi, parler d'essais cliniques à des confrères. C'est quelque chose qui me paraissait totalement inaccessible, en tout cas pour moi, et pour laquelle je ne me sentais pas du tout légitime. J'ai quand même participé à quelques recherches. La première, c'est l'étude DSPP sur les dispositifs de soins partagés en psychiatrie pour améliorer l'accès aux soins psychiatriques de nos patients. La deuxième, c'était Coverage sur l'efficacité et la sécurité des traitements pour diminuer le risque d'aggravation chez nos patients atteints de Covid en ambulatoire et qui avaient des facteurs de risque. Il y avait également l'étude ADOMA sur l'antibiothérapie différée en médecine générale, dans l'otite moyenne aiguë de l'adulte et de l'enfant de plus de 6 ans. Et actuellement, donc, l'étude Colcott T2D sur les effets de la colchicine et de l'aspirine non entérosoluble sur les événements cardiovasculaires chez le patient diabétique de type 2. Et je me baserai sur cette étude pour vous présenter vraiment mon quotidien. Alors, comme je vous le disais, pour moi, la recherche, en tout cas les essais cliniques, je voyais ça comme des grosses cohortes de patients plutôt recrutés à l'hôpital, gérés par des chefs de clinique sur des pathologies que je rencontrerai peut-être jamais. Bref, ça ne prenait pas forcément de sens pour ma pratique à moi de médecin généraliste et je ne me sentais pas du tout ni impliquée ni concernée. Et puis j'y ai été sensibilisée par deux de mes associés. Le premier, c'est le docteur Florent Porté, qui a fait une très belle thèse à laquelle j'ai pu siéger, sur l'intérêt pour le rôle d'investigateur en médecine générale auprès des MSU de Toulouse. Et la deuxième, c'est le professeur Julie Dupouille, qui est très impliquée dans la recherche. Et c'est elle, en fait, qui m'a mis le pied à l'étrier. Elle m'a fait connaître les essais en soins primaires, la recherche en soins primaires, que je ne connaissais pas du tout. Elle a levé certains freins que j'avais qui n'avaient pas lieu d'être. Et elle m'a, en fait, vulgarisé, entre guillemets, je trouve, ce domaine que je pensais vraiment réservé à des gens plus aguerris, avec en tout cas un cursus universitaire que je n'ai pas du tout. Alors, pour l'étude Colcott T2D, tout a démarré d'un mail que j'ai reçu de SPIO. SPIO, c'est une plateforme régionale de soins investigateurs et soins primaires et investigateurs en Occitanie. Plateforme régionale, mais il y en a plein d'autres dans plein de régions de France, qui sert en fait à fédérer les médecins investigateurs et à faciliter la recherche en soins primaires. Ça vous permet de savoir ce qui se fait autour de vous et éventuellement de participer à des études. Donc là, c'était un petit mail. J'ai rempli ça en 5 minutes. C'était des données professionnelles. La candidature a été envoyée, validée et du coup, je faisais partie de ce réseau. Pour ce qui est ensuite de l'étude Colcott, c'est une étude internationale qui est à la fois canadienne et européenne. Donc là, c'est le réseau MUST, qui est un réseau national qui le gère. Mais MUST va s'appuyer très schématiquement sur des investigateurs de réseaux régionaux. Donc, une fois que j'étais identifiée investigateur, il fallait quand même que je puisse valider ma participation en tant qu'investigateur dans l'étude Colcott. Et donc, pour ça, j'ai été contactée par mail par la chef de projet et j'ai dû remplir un CV et un certificat de bonne pratique clinique. Donc ça, c'est le côté administratif qu'on aime un peu moins dans notre profession, mais qui est indéniable et qu'il faut faire. Tout est quand même fait pour nous faire gagner un maximum de temps. Le CV, c'est un texte à trous et vous remplissez les cases qui vous concernent. Il n'y a pas, vous remplissez pas, il y a des diplômes à mettre, on les met. Bon, moi qui ne suis pas du tout habituée à la chose, ça m'a pris 10 minutes. Pour ce qui est du certificat de bonne pratique clinique, là, ça s'est fait avec l'outil IJ, que je ne vais pas développer ici parce que Louis-Baptiste va le faire bien mieux que moi juste après. Mais globalement, c'était assez ludique, c'est en e-learning, donc moi, ça m'a pris entre, je pense, 45 minutes, 1 heure grand maximum. On voit pas mal de terminologie, on apprend ce que c'est qu'un médecin investigateur, un investigateur principal, un promoteur d'études, et un peu d'éthique aussi, enfin bref, vous verrez. Et à la fin, on a un petit quiz à remplir, que vous pouvez refaire si ça ne va pas de panique. Et vous avez un pourcentage de bonnes réponses à avoir. Et une fois que c'est validé, vous avez votre certificat BPC en poche qui vous permet, qui est valable actuellement, je crois, 3 ans, mais ça va peut-être un petit peu changer. Une fois qu'on a tout ça, il va falloir quand même s'équiper un minimum.
Si vous faites de la recherche et des essais cliniques, il vous faut avoir une armoire qui ferme à clé. C'est un détail qui paraît assez bête, mais c'est obligatoire pour y stocker vos données d'études, les classeurs investigateurs, les données patients, les consentements. Ça ne doit pas être visible de n'importe qui dans votre cabinet. Nous, pour Colcote, on y stocke également les cartons, enfin les médicaments qui nous ont été envoyés par coursier avec sonde de température, et on a un relevé de température quotidien aussi à faire pour la traçabilité de l'étude. Une fois qu'on a tout ça, on n'a plus qu'une dernière réunion préparatoire à avoir, souvent en visio, pour refaire le point sur les critères d'inclusion, d'exclusion, répondre aux dernières questions qui restent en suspens. Et l'étude est lancée. Donc concrètement, comment ça se passe? Je laisserai après Nabila un peu plus développer cette partie de la fonction des attachés des infirmières de recherche clinique. Mais nous, au cabinet, on a Marie V7, qui était dans la salle, mais qui est aussi avec moi sur la photo, qui est donc infirmière de recherche clinique et qui est détachée à la MSPU tous les lundis après-midi pour faire les inclusions Colcote avec nous. Donc Marie, elle nous a bien mâché le travail, et merci. Elle nous a créé des petites étiquettes dans notre logiciel métier de pré-screening pour les patients éligibles à l'étude. Donc quand vous rencontrez un patient pour un motif de consultation, de renouvellement ou tout autre, cette étiquette remonte, vous savez qu'il est éligible et vous pouvez lui parler de l'étude et lui donner le petit flyer qui correspond. Elle nous a également fait, à tous les médecins du cabinet, le listing de tous nos patients diabétiques avec en face des petites annotations, des petites choses à vérifier, critères d'inclusion, d'exclusion qu'elle avait pu voir dans le dossier. Donc ça nous permet d'être un peu plus efficace sur le recrutement. Et une fois que votre patient vous a dit oui, vous allez devoir du coup le convoquer sur un rendez-vous d'inclusion. Alors nous, on a un agenda partagé avec Marie. On a créé des consultations de 30 minutes, donc qui peuvent s'intégrer dans votre journée de consultation. Hein, c'est de l'anticipation, c'est tout. Et là encore, elle vous a mâché tout le travail parce qu'elle a tout préparé. Et le dossier papier et le dossier informatique, le consentement du patient, le formulaire d'inclusion, tout est rempli. Vous avez juste à checker avec elle qu'on n'a rien oublié. Elle va s'occuper de la randomisation, d'aller chercher les médicaments du patient suivant le bras de randomisation dans lequel il a été inclus. Elle va lui faire signer le consentement, elle va lui redonner la feuille d'information, lui expliquer comment prendre les médicaments, lui faire prendre la petite carte, bon bref, tout ce qui va bien. Et à la fin, on va redonner un rendez-vous de suivi pour l'étude Colcote, c'est un rendez-vous à 6 mois. Et puis ça y est, bravo, vous venez d'inclure votre premier patient dans l'étude de Colcote D2D, donc c'est pas si compliqué que ça. Actuellement, à la MSPU, je crois qu'on est à 11 patients inclus. L'étude, elle a démarré il y a à peu près 2 mois, et je crois qu'on est à peu près à 14 sur les centres qui ont ouvert. Il y en a 1500 attendus en France, donc bien sûr, il y a d'autres centres aussi qui vont s'ouvrir là en début 2026. Mais je ne résisterai pas quand même au plaisir de vous dire qu'on a été les premiers à inclure dans cette étude. Si je devais du coup résumer, je vous dirais, en tout cas, c'est mon sentiment, mais pour moi, les ingrédients pour devenir médecin investigateur, c'est avant tout l'accompagnement. Sans Julie, j'y vais pas. Je ne sais pas que ça existe, la recherche en soins primaires, je pense que ça ne me concerne pas, que c'est beaucoup trop éloigné de ma pratique. Et c'est un peu, je pense, aussi l'objet de cette conférence ce matin, c'est de, comme je le disais, vulgariser peut-être ce domaine et vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Après, je pense qu'il faut être curieux, mais c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là, je l'espère en tout cas, c'est de se dire, mais finalement, c'est quoi être médecin investigateur? Et si moi, je vais le devenir, comment je fais? Et est-ce que ça peut s'intégrer dans ma pratique? Il faut aussi avoir envie de contribuer à la recherche, de mettre sa petite pierre à l'édifice. J'ai envie de dire, mais la technique du colibri, si on le fait tous un petit peu, peut-être qu'on peut faire des grandes choses à la fin. Les sujets sont tellement variés que je pense qu'on peut tous trouver des choses qui nous intéressent. Et après, on l'a vu, il faut du temps. Mais là, tout ce qui est chef de projet, attaché de recherche clinique, infirmière de recherche clinique, elles sont vraiment là pour vous en faire gagner un maximum. Elles sont disponibles tout au long de l'étude, donc vraiment, c'est pas forcément un frein. Donc pour conclure, moi, je vous dirais que la recherche en soins primaires, c'est, je trouve, une très belle façon de diversifier son activité, tout en restant à la fois dans le soin, dans l'intérêt de nos patients. Et je trouve que c'est un très bel enrichissement sur le plan personnel et professionnel, parce qu'on travaille en pluriprofessionnalité, et on développe un relationnel avec son patient qui est complètement différent de la relation de soins. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très chouette. Donc pour moi, c'est ça, la recherche en soins primaires, c'est du concret, ça prend du sens, ça nous concerne tous, et on peut tous être médecins investigateurs si on le veut. Donc oui, moi, je fais de la recherche, ça me plaît beaucoup, je vais continuer. Et j'ai qu'une chose à vous dire, c'est n'hésitez plus et lancez-vous. Et je vous remercie beaucoup.